À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je veux vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Le mandat de la Commission est de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. M. Tanguay-Lafontaine sera remplacé par M. Kelly-Jacques-Cartier. Merci. À l'ordre du jour cet avant-midi, nous entendrons deux groupes, soit les représentants de la librairie Sainte-Thérèse et de la librairie Harvey. Cet après-midi, nous poursuivrons avec le Conseil québécois du commerce de détail, la librairie Olivieri, M. Yann Marcil, la Maison de la poésie de Montréal et l'Association des éditeurs de langue anglaise du Québec. Enfin, nous terminerons la journée par les remarques finales. Et sans plus tarder, nous accueillons notre premier invité aujourd'hui, si je peux dire, à la Commission, M. Lavoie. Bienvenue à l'Assemblée nationale. M. Lavoie, je vais vous demander de vous présenter également votre organisme, soit la librairie Sainte-Thérèse. Vous allez disposer d'un temps maximal de 10 minutes pour faire votre présentation. Par la suite, suivra un échange avec les différents groupes parlementaires. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers élus, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Luc Lavoie, propriétaire de la librairie Sainte-Thérèse, établie dans la ville du même nom, dans les Laurentides, et ce depuis 1956. À nos débuts, nous étions un magasin général, connu sous le nom de Aux Variétés Blainville. Nous y vendions déjà des livres, fondé par Isabelle Dany ainsi que ses fils Robert et Gilles. Notre commerce a vécu plusieurs réorientations au fil des décennies. Pour faire suite à la mise en place de la loi 51, la loi du livre, nous sommes parmi les premières librairies à obtenir notre agrément en date du 1er février 1982. Notre librairie est sur 2 étages. Elle offre 25 000 titres en inventaire, plus de 450 nouveaux titres par semaine, une salle de montres et de conférences contenant les nouveautés des 5 dernières semaines, un étage entier consacré à la littérature jeunesse, l'un des plus beaux planchers au Québec. Un site web transactionnel pour le livre papier et numérique sur ruedeslibraires.com. Depuis 2007, j'en suis l'unique propriétaire. Étant moi-même vice-président de l'Association des libraires du Québec et administrateur de la BTLF, il va de soi que je soutiens la campagne « Nos livres à juste prix » de la table de concertation, qui propose un prix plancher permettant une remise maximale de 10 % sur le prix des livres neufs, sous toutes ses formes, papier ou numérique, et cependant les 9 premiers mois de parution. La chaîne du livre est la plus importante activité culturelle québécoise, 11 000 emplois directs, plus de 700 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2012. Pourtant, le milieu du livre se porte mal. Les librairies et les éditeurs québécois ferment. On ne peut passer sous silence la fermeture en décembre 2012 du distributeur-diffuseur DLM, Diffusion du livre Mirabel, fondé par Pierre Tisser et sa famille. ERPI Longman Pearson, qui fermera à la fin de 2013 son entrepôt pour relocaliser leurs activités en Ontario. L'économie mondiale chancelante, les réseaux sociaux sur le web, la menace d'un oligopole étranger, le format numérique et ses défis, la vente en ligne, jumelée à la baisse du lectorat, tous ces éléments mettent en péril l'intégralité du milieu du livre, la chaîne du livre. Je tenterai d'ajouter, de nuancer et de participer humblement au processus démocratique en cours dans cette commission. Qui profiterait d'une réglementation du prix du livre neuf? Tout le monde. La bibliodiversité tient à tous les intervenants du milieu du livre. Comment des auteurs comme Éric-Emmanuel Schmitt et Michel Tremblay auraient l'opportunité de publier dans plusieurs genres littéraires des romans best-sellers en distribution, en diffusion dans tous les points de vente du Québec et des pièces de théâtre qui sont absentes des grandes surfaces, en faible diffusion dans chacune des succursales des grandes chaînes de librairies et pourtant bel et bien présents dans les librairies indépendantes. L'Union des écrivains l'ont compris. L'ANEL, comment qu'un éditeur ayant fait ses classes dans une grande boîte d'édition pourra-t-il fonder sa propre boîte, sa propre maison d'édition, pour explorer d'autres lignes éditoriales?
C'est l'opportunité que Yvon Brochu a eue en ayant fait ses classes aux éditions Héritage. Et il a pu fonder, il y a près de 10 ans, sa maison d'édition jeunesse, les éditions Foulire, couronnée de succès et qui fait lire nos jeunes lecteurs et lectrices québécoises et québécois. Donc, l'ANEL le comprend. L'ADELF, l'Association des distributeurs exclusifs de langue française, ont pour but de diffuser, distribuer, promouvoir le livre sur le territoire québécois. Je cite et j'adapte librement les propos de M. Pascal Assettiani, propriétaire des éditions Boréal et aussi de diffusion d'Immédiat. Il a participé le 24 août 2013 à une émission radiophonique où il relatait comment s'est passée la commercialisation et la mise en marché du livre d'un illustre inconnu à ce moment-là, il y a 15 ans, Gilles Courtemanche. Un dimanche, sur la piscine, au bord de la piscine, à Kigali. Costco ont pris 0 copie. Les chaînes ont dit, on va en prendre un peu, pas dans toutes nos succursales, on veut de la surremise. À ce moment-là, il y a 15 ans, il y avait 272 librairies indépendantes qui ont accepté de recevoir ces livres. Ce livre a gagné le prix des libraires, il a été adapté au cinéma, traduit dans plus de 15 langues. Tout ceci est possible grâce aux librairies indépendantes. Donc, il n'y a pas que les librairies indépendantes qui profiteraient d'une réglementation du prix plancher du livre. Les membres de l'ADELF et de l'ANEL se font demander des surremises, des délais de paiement, de payer pour du placement publicitaire et d'avoir un meilleur positionnement dans les vitrines ou dans les tablettes. Les librairies indépendantes sont moins mercantiles. Nous aimons profondément le livre. Les réseaux biblios du Québec et l'Association des bibliothèques publiques du Québec se sont joints aussi à la démarche parce qu'ils gagnent à faire affaire avec des librairies telles que la mienne. Car ma librairie dépasse le rôle de simple fournisseur. Nous sommes partenaires. Nous développons des activités pour promouvoir la lecture. J'organise des rencontres entre auteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs en mes murs. Je participe et j'endosse des démarches de ceux-ci. J'ai créé avec eux des prix littéraires, je remets des bourses à des auteurs, je fais mon travail de passeur. Pourquoi tout cela est-il fait? Eh bien, pour que le lecteur québécois ait une bibliodiversité, une littérature qui lui ressemble. On accueille des auteurs de toutes les cultures dans ce milieu. Alain Stanquet, Dany Laferrière et plus récemment Kim Thuy. Les éditeurs libres de nous faire réfléchir, Luxe Éditeur, Éco-Société, Les Intouchables, Septentrion. Plus de 5000 titres par année sont édités au Québec par des Québécois pour des Québécois. Le présent défi de la chaîne en ce moment, c'est de développer la relève partout, à tous les niveaux de la chaîne du livre. Comment développer la relève chez les auteurs? Quand un livre best-seller qui se vend à 30 $ dans ma librairie, vendu à 23 $ en grande surface, et que l'auteur émergent est à 35 $. Il y a un écart de 12, 13 $ entre la grande surface et ma librairie. Tout un défi. La Commission pose la question, prouvez-nous que le prix du livre va augmenter si il n'y a pas de réglementation. Je suis désolé, c'est déjà en cours. Car le livre de l'auteur émergent à 35 $ en ce moment où on se parle, en septembre 2013, il y a 6 mois, il y a 12 mois, il y a 18 mois, était 32 $, pas 35. Pourquoi, me direz-vous? Ce qui influence le plus le prix d'un livre, c'est le tirage. C'est à combien de copies il est importé, à combien de copies il est imprimé. Le coût de revient. C'est une loi commerciale immuable, indiscutable. En ce moment, l'auteur émergent était importé 1500 copies. Aujourd'hui, c'est largement en bas du 1000 copies. Il en est la même chose pour les quantités imprimées par nos éditeurs québécois. On ne voit plus de tirage à 1800, 1200 copies. On est bien largement en bas du 800 copies.
Vous vous demandez si il y a un exode des ventes des best-sellers de la librairie. Je me suis prêté à l'exercice. Mes ventes à la caisse enregistreuse, au public, a chuté de 30% de 2008 à 2012. Le livre numérique reste tout un défi. N'oubliez pas que les 7 grandes associations professionnelles du livre du Québec représentent plus de 90% des 11 000 emplois directs. Ces associations ont dit oui à nos livres à juste prix, un prix plancher autorisant un minimum de 10% de rabais pendant les 9 premiers mois. La chaîne du livre a mis 4 ans à parvenir à ce consensus, entendons-le. Pouvons-nous faire confiance à l'oligopole qui pointe pour nous offrir des livres de qualité qui nous ressemblent? Bâtissons la souveraineté littéraire maintenant pour assurer que les générations québécoises futures puissent lire en français. Finissons ce qui a été commencé en 1981. Écrivons notre histoire politique. J'aime ma langue belle et vous. Merci. Merci beaucoup, M. Lavoie. Nous allons débuter les échanges et je vais du côté du gouvernement. Monsieur le député de Bonaventure, c'est à vous la parole pour débuter Merci, les Madame la échanges. Présidente. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bienvenue chez vous, à l'Assemblée nationale. Écoutez, vous dites à la page 10 de votre mémoire, et vous venez de dire que vous avez perdu 30% de votre chiffre d'affaires. Oui. Comment vous arrivez à survivre? J'ai développé une excellente relation avec les collectivités des Laurentides. Je dessers les 5 commissions scolaires et près d'une 50aine de municipalités. Alors, l'offre que je peux offrir autant aux collectivités et au grand public est maintenue par les collectivités. Il faut comprendre aussi que géographiquement, ma librairie est encerclée par des très grandes surfaces, pour les nommer Costco, Laval, Boisbriand, Saint-Antoine. Ils seront tous sur la 15. Je suis sur la 15. Faites le calcul. C'est pour ça que j'ai un exode si puissant. Donc, vous considérez que le 30% que vous avez perdu est parti dans les grandes surfaces. C'est pas lié à une atrophie ou, je dirais, à une diminution d'activité de lecture. C'est le vraiment un milieu du livre, déplacement. en 2008, avait un chiffre d'affaires avoisinant les 800 millions. On est rendu à 700 millions. Moi, je vous annonce un 30%. Donc, il y a eu exode. Il y a eu exode, là. Vous laissez entrevoir que c'est au bénéfice des grandes surfaces? C'est sûr. Il y a une faiblesse dans le milieu qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce qui nuit à notre processus en ce moment, la faiblesse des statistiques. Elles sont fragmentées, elles sont incomplètes, artisanales. Donc, on ne peut pas statuer exactement où tout est allé et exactement. Dans mon mémoire, j'ai donné des chiffres très précis sur des romans best-sellers d'auteurs québécois, sur des livres large public tels les guides de l'auto et ces choses-là. Et pourtant, ce genre de titres-là n'ont pas eu une si grande baisse dans leur marché. Et ils font tous partie des top 100 annuels des ventes du milieu du livre. Alors, si on n'a même pas perdu 10% du chiffre d'affaires du milieu du livre en 4 ans, et que moi, je dis que j'en ai 30% à la caisse enregistreuse, donc le grand public, ce qui m'aiderait à continuer mon rôle de promouvoir le théâtre, la poésie, les livres de sociologie, d'histoire et de géographie, bien là, le sacrifice est trop grand. Il ne faut pas oublier l'exercice que je vous comptais, le fameux 22, 23 $ et le 30 $. Revoyons-le avec un 10%. Le livre qui est 30 $ chez moi est 27 $ à la grande surface. Et on ramène l'auteur émergent à 32 $. Pas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 $ dans 30 mois, 36 mois. Au rythme où les librairies ferment, il y a de moins en moins de librairies telles que la mienne qui fait son travail. Il ne faut pas oublier, la loi 51 a été formée et installée pour avoir un réseau de libraires professionnels avec des bibliothèques municipales dans toutes les régions administratives du Québec. Il y avait à peine une 60aine d'éditeurs québécois. On a monté à plus de 200. Ça leur descendu. Maintenant, on en perd de plus en plus. Et les nouveaux éditeurs ne remplacent pas la quantité qui sont disparus. Les chiffres de l'ANEL, les chiffres de la DEV qui vous ont été remis le prouvent. Donc, sans librairies agréées qui ont vraiment le souhait, la mission de promouvoir la lecture tout azimut
à tout le monde, sans enjeux commerciaux, c'est tout un défi. Mais en ce moment même, je me suis retenu dans mon mémoire de vous donner des exemples concrets sur des livres dont les prix ont augmenté, et ce, là, drastiquement. Je peux vous montrer des exemples concrets des livres qui sont parus en août et des livres qui sont parus en septembre. Le prix du livre dans la même collection, le même éditeur, est passé de 19,95 à 22,95 3 $ en un mois. Pourquoi? C'est parce que le milieu va mal. Il y a une trop faible diffusion. Les librairies étant égorgées, manquant de liquidité, prennent moins de risques, moins de livres. Plus petite quantité, restreignent, prennent moins la chance. S'il y a de moins en moins de libraires, est-ce qu'on va passer à côté du prochain gilet courte-manche? C'est là le défi. C'est là l'enjeu. Quels seraient, selon vous, les moyens à prendre à court terme, à part la réglementation, pour soutenir l'industrie des libraires ou des librairies? C'est sûr qu'en commençant avec la proposition du 10 % prix plancher sur le 9 mois, c'est un excellent pas en avant. Parce que ça enlève la pression indue que chaque maillon du milieu du livre subit par les grandes surfaces, les chaînes et les compagnies américaines. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, le livre numérique, j'ai déposé des chiffres qui sont tirés d'une enquête commandée par la BTLF à Léger Marketing, qui a été faite en novembre 2012. 43 % des répondants avaient acheté leurs livres sur Amazon et iBookstore, Apple. Alors, si on ne contrôle pas ça, ça va être très difficile pour les Québécois et tout le milieu de maintenir cela. Fait que donc, c'est d'où l'importance que ce soit dans les deux milieux. Parce qu'il ne faut pas oublier, le numérique américain ou internationaux ont une solution site web et tablette et liseuse, ce qu'on ne sera jamais capable de structurer. Même Indigo Chapters peine avec sa liseuse Kobo. Alors, c'est un enjeu très important. Il y a une belle réussite, prêtnumérique.ca, avec les livres chronodégradables et les bibliothèques municipales. Ça va très bien. En ce moment, il y a une mesure au ministère de l'Éducation, l'école branchée 2.0. Ils ont soif de livres numériques, mais faute d'entente commerciale et de soutien technologique, on ne peut rien faire, ou presque, et on piétine. On a perdu une année de ce programme, c'est un programme triennal. Cette année, pour l'année scolaire en cours et l'année prochaine, c'est un enjeu de 20 millions. Est-ce que le ministère, est-ce que le gouvernement va s'impliquer pour qu'on réussisse à structurer quelque chose pour que les éditeurs, les auteurs, les libraires et les écoles y trouvent son compte, que ce soit dans le respect de la bibliodiversité, de la chaîne du livre? Outre la concurrence, M. Lavoie, est-ce qu'il y aurait d'autres causes qui viendraient ou d'autres déterminants de la disparition de librairies? C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui sont plus naturels. Le vieillissement des propriétaires, la relève qui est difficile à trouver, la faible rentabilité des librairies en ce moment est un problème réel. En ce moment, si j'essaierais de vendre ma librairie, je perdrais 50 % de l'argent que j'ai remis à mes parents, en ce moment même. Parce que ma librairie ne vaut pas 10-20 % de son chiffre d'affaires moyen des 5 dernières années. Ce qui était une réalité il n'y a pas si longtemps. Imaginez le drame d'un propriétaire ou une propriétaire d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1,5 million et qui se fait offrir 150 000 $. Quel beau bas de laine. Quand il y a 5 ans, 6 ans, cette entreprise se serait vendue 1,2 million, 1,4 million. C'est un autre problème. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Alors, je salue Monsieur le ministre, mes collègues députés qui sont ici aujourd'hui. Monsieur Lavoie, vous avez des propos qui sont quand même importants, intéressants, puis peut-être aussi, c'est alarmant aussi, la situation est urgente. Moi, vous avez mentionné tout à l'heure la menace étrangère au début. C'est un des facteurs qui pourrait influencer.
La question, c'est bien simple. Quel est le pourcentage de votre inventaire ou de votre chiffre d'affaires qui vient d'étrangers par rapport à ce qui est local? C'est à peu près 50-50. D'accord. C'est à peu près cela, parce qu'il y a des mesures à travers les collectivités pour promouvoir et mettre de l'avant la littérature québécoise. Alors, au finalement, ça fait que tous les chiffres, puis je suis pas étranger au reste du milieu. C'est un fait pareil de voir que tous les livres, ça finit avec une proportion comme cela, même s'il n'y a que 5-6 000 nouveautés québécoises par année. Le fait que, quand même, les lecteurs québécois sont avides de littérature qui leur ressemble. Alors, c'est ce qui fait qu'on a ce ratio-là, ce rapport-là. Puis au niveau de la langue, c'est le même ratio à peu près, 50-50 aussi? Au niveau de français-anglais, oui, c'est ça. Français-anglais, moi, je suis qu'une librairie, je suis agréé qu'en français, donc j'ai peu de données sur l'anglais. Dans le volet numérique, dans mon mémoire, je vous parle des chiffres, justement, colligés par Léger Marketing, l'étude commandée à la BTLF, que 55% des ventes numériques semblerait être fait encore en livres francophones. Et donc, on y voit. Et pourtant, le livre numérique est moins cher en anglais qu'en français. L'offre est plus large. Donc, on voit que le lecteur lit dans sa langue. Alors ça, c'est encore une bonne nouvelle. Il faut le maintenir. Puis, il faut s'arranger justement pour que les livres puissent rentrer sur les TNI, les TBI des écoles pour maintenir tout cet équilibre-là et de mettre fin à tout ce qui se passe en ce moment. C'est le Far West. Les histoires les plus alarmantes qu'on entend, c'est que des professeurs ou certains intervenants dans les milieux scolaires tranchent le livre, le mettent dans un digitaliseur et font leur propre PDF, faute de solution légale en ce moment même. Il y a aussi le piratage dans le numérique. Dans la même enquête révèle qu'il y a 22% des répondants n'ont pas voulu répondre à la question « Où vous êtes procuré votre dernier livre ?» ou comment? 22%. Marie Laberge, elle ne remplira jamais le Centre Bell à 500 $ le billet pour donner une conférence. Madonna, oui. Pas Marie Laberge. C'est une grande différence. Le livre n'est pas une carte de visite comme l'est un CD maintenant, ou tout simplement un album de musique, peu importe son support. Bonjour, on vient de lancer notre 23e album, on part en tournée. C'est ça, maintenant, la musique. Le livre, à moins qu'il soit adapté au cinéma, à moins qu'il soit traduit, après ça, quelle est la possibilité de faire un chiffre d'affaires qui fait qu'un auteur va gagner sa vie? Il y a très peu d'auteurs québécois qui vivent que de leur plume. Très souvent, ce sont des hommes et des femmes orchestres, traducteurs, correcteurs, enseignants, directeurs de collection. Mais la vente de leurs livres, il n'y a pas 100 auteurs au Québec qui vivent de leur plume. Ce sont des pigistes. Madame la Présidente, j'ai une autre question que vous mentionnez dans votre mémoire. Devrait-on ouvrir la loi du livre pour écrire l'histoire politique, comme vous le mentionnez dans votre mémoire? Je ne dis pas de rouvrir la loi 51, l'appliquer, d'avoir plus de soutien de l'encadrement dans des cas plus ponctuels. Il y a des fois, on fait des demandes, puis les réponses sont longues à venir, ou il n'y en a pas, ou c'est difficile de statuer, ces choses-là. Fait qu'à certains moments, on aurait besoin d'une intervention plus conséquente. Alors, le fait dans le milieu scolaire, la mouvance du personnel, le renouvellement du personnel, les nouvelles directions, les comités de parents, les conseils d'établissement ne sont pas au fait de la loi 51. Et trop souvent, il revient aux bibliothécaires, aux techniciens en documentation et aux libraires agréés de rappeler les cadres de la loi. Depuis le scandale que l'on connaît au municipal, nombre de mes bibliothécaires ont dû se présenter devant leurs élus pour leur expliquer que non, on n'ira pas en appel d'offres pour l'achat de livres. On n'est pas en train de magasiner de l'asphalte. C'est une réalité. C'est pas la même chose. C'est notre culture, c'est notre identité. Est-ce que, selon vous, c'est nécessaire de moderniser la loi 51 pour arriver à nos fins? Je suis pas juriste.
Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que j'ai entendu dans le milieu. Est-ce que d'y toucher mettrait en péril la loi par rapport à d'autres lois nationales ou internationales, traités, libre-échange, toutes ces choses-là? Fait que si la loi 51, on l'appliquait, qu'on s'assurait qu'elle soit mieux connue et mieux appliquée et mieux respectée, je crois que ça serait nettement suffisant. À part peut-être l'histoire de la tabelle, écoutez, est-ce qu'on pouvait savoir qu'il était pour avoir une unification de l'unité monétaire européenne? Bon, les francs et l'euro. Je veux dire, ça, est-ce que ça prend peut-être juste un règlement, un amendement? Mais l'ouvrir, la loi, non, pas vraiment. Moi, je le vois pas, mais juste l'appliquer, s'assurer, arrimer toutes les choses, arrimer le pan de la culture et le pan de l'éducation pour qu'on fasse front commun et qu'on entre dans l'ère numérique. Je ne crains pas l'ère numérique. En ce moment, je fais un beau chiffre d'affaires à vendre du livre chronodégradable aux bibliothèques municipales de ma région administrative. Dans les faits, plus de 50% des résidents des Laurentides ont accès aux livres numériques chronodégradables. Un résident de Boisbriand, qui est dans son condo en Floride, vient de terminer son tome 2 de Michel David à 1h du matin. Il télécharge le tome 2. C'est les faits, c'est la réalité. Vous dites, il reste 30 secondes. 30 secondes. Bon. Quand vous dites qu'elle est mal appliquée, la loi, vous voudriez avoir des exemples que vous pouvez mentionner? Trop souvent, on se fait appeler et on se fait demander des soumissions sur des livres pour faire une lecture dirigée ou obligatoire dans une polyvalente. Et ça contrevient aux articles. Les conseils d'établissement font une levée, font une activité pour revamper leur bibliothèque scolaire. Et là, ils disent, c'est parce qu'on a ramassé des bouteilles vides puis qu'on a fait une épluchette de blé d'Inde, on voudrait avoir une remise parce que nous, on est d'humbles parents. Et c'est encore très bien stipulé dans la loi du livre qu'il n'y en est pas question. Un dentiste qui rentre dans ma librairie et dit « Je t'achète 5 000 $ de livres parce que je veux mettre ça dans l'école de ma fille, puis avoir un reçu d'impôt », je ne peux pas y donner une escompte sur ses achats. Merci beaucoup. C'est dans la loi. Merci beaucoup, M. Lavoie. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci, M. Lavoie. Merci d'être là ce matin. Je pense que le cri du cœur est très fort. Vous dites nous aimons profondément le livre. Mon travail, c'est un travail de passeur. Ma question est simple. Est-ce que votre commerce est en péril? Le mien, non. Le mien, non, parce que j'ai travaillé fort. On a travaillé fort, ma famille et moi. On avait compris qu'il fallait se diversifier. Donc, quand je vous dis, faites le calcul, 450 nouveautés par semaine, je reçois largement. Alors, ma librairie est rendue au point où on vend aux collectivités et qu'on offre au grand public des livres qui sont importés à 40 copies, des livres qui sont imprimés à 200 copies. C'est le rôle de ma librairie. Alors, ma librairie, maintenant, est passée maître de vendre des dizaines de milliers de titres à 3-7 copies. Donc, vous êtes bien organisé et cette érosion dont vous nous avez parlé de 2008 à 2012, que le chiffre d'affaires global passait de 800 millions à 700 millions, 30% de moins, vous réussissez à survivre là-dedans. Comment la question du prix fixe ou du prix unique, du prix équilibré, ferait en sorte que ça viendrait sauver les librairies indépendantes? L'exemple de ma vitrine. L'employé qui est sur son heure de dîner, au lieu de dire je vais attendre samedi en allant dans telle grande chaîne ou telle grande surface pour acheter à rabais le livre, l'escompte n'est plus là. L'impulsivité, le prix ne rentrerait plus en jeu. Ils disent que le transfert, il ne se fera pas. La personne qui achète dans une grande surface, cette personne-là, elle ne va pas dans les librairies. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? J'ai même étayé la fourchette d'heure de midi à 2 heures. On est dans un village, votre voiture est stationnée, vous êtes sur votre lieu de travail, vous venez d'aller manger au petit café du coin, vous êtes allé chercher une prescription à la pharmacie du coin. Mon chiffre d'affaires a chuté là aussi. Donc, ça veut dire que le lecteur planifie ses achats.
Ça veut dire que le lecteur se dit « OK, parfait, je vois la belle vitrine de la librairie Sainte-Thérèse avec le dernier Dan Brown, je vais aller l'acheter ailleurs. » Donc, là, maintenant, il y aura pas, ça ne sera plus un enjeu de dire « Est-ce que j'attends 72 heures de plus? Est-ce que j'attends 10 jours de plus? Je peux rentrer. » Puis rendu là, franchement, je dis sur 10%, je le donnerais. Parce que, personnellement, en ce moment, juste avec les élèves, les étudiants du cégep, avec les retraités, ma caisse enregistreuse, c'est comme si je donnais 5% à tout le monde avec les cartes privilèges de fidélisation. Alors, rendu là, le pas est très mince à franchir. Est-ce qu'une librairie comme la mienne pourrait faire comme certains marchés alimentaires, dire, le livre au prix le plus bas permis par la loi? Mais on n'est plus en train de... L'écart de 3 $, à 27 $ versus 3 $ à 23 $, c'est là la différence. La différence est trop grande. Vous nous dites il y a de la faiblesse dans les données, des données statistiques, c'est fragmenté, c'est artisanal, mais si on vous suggère aujourd'hui, ou si quelqu'un vous suggère qu'il faudrait encore des études plus pointues puis aller plus profondément dans le bobo, vous allez répondre quoi? Non. Mais non. 90% du milieu reconnaît et vit le problème au quotidien. On a fait 4 ans de démarches pour en arriver au consensus de nos livres à juste prix. C'est pas le temps, là. En ce moment, il y a des libraires, ils ont vendu leur librairie en renouvelant leur bail au mois. Je me suis fait offrir une librairie en octobre 2012. J'ai été, premièrement, touché que ce propriétaire-là ait pensé à moi. Mais j'ai dit merci, non merci. Son bail finissait en avril. Il l'a renouvelé mois par mois, jusqu'à temps de vendre sa librairie en juin 2013. Alors, non. Parce qu'en ce moment, l'âge moyen des libraires est comme n'importe quel entrepreneur du Québec, appartient à des baby-boomers. Alors, la faible rentabilité fait que les banques ne sont pas enclins. Essayez de faire un montage pour financer un commerce qui a une marge de profit de 0,84 %. Seigneur, là, quelques centaines de dollars. Les risques sont trop grands. Les intérêts vont être énormes. En 2001, j'étais précurseur de racheter mes parents, d'arriver et de dire, je fais une transaction avec eux pour obtenir 49% des actions de la librairie. À la BDC, là, en 2001, à 9,8 % d'intérêt, tu regardes ta conjointe que tu viens juste d'épouser, ma chère, tu pourrais être copropriétaire avec la BDC de tout ce que nous avons ensemble. C'est incroyable. Il faut vraiment y croire. Je vais passer la parole à mon collègue qui a des questions. Je vais juste terminer sur un commentaire. Je pense que vous devriez davantage parler aussi de la relation avec votre lecteur et votre client. Moi, je fréquente deux librairies en particulier, puis j'aurais jamais lu la biographie de Limonov si on me l'avait pas suggéré, parce que lire sur un fou russe, excusez, là, en tout cas, quelqu'un qui, quand tu lis la jaquette en arrière, tu te dis, non, ça me tente pas, puis qui m'a incité à le lire, puis après ça, je suis allée le remercier. Il y a quelque chose là. Enfin, c'est un commentaire, mon collègue va avoir des questions à vous poser. Merci, Madame la députée. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, bienvenue, Monsieur Lavoie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les librairies aussi. Alors, je pense sur le rôle et l'importance des librairies. Je pense que les membres de la Commission reçoivent ça, mais c'est toujours deux questions. Je partage un petit peu les inquiétudes de ma collègue quant au changement de comportement. Et plusieurs témoins ont dit que plutôt qu'aller à Costco, on va aller chez vous, c'est souhaitable et tout reste. Je suis pas convaincu parce que moi, quelqu'un qui aime les livres, n'irait jamais acheter un livre dans une grande surface parce que le choix est tellement limité, c'est pas intéressant. Alors si je dis je veux chercher un livre, moi je veux faire ça dans une librairie où il y a un choix intéressant, il va de soi. Alors, la personne qui est dans la ligne pour quitter, qui voit une pile de livres, qui va acheter ça dans une pharmacie, dans le petit magasin à l'aéroport, pas certain qu'on peut transférer ses ventes chez vous. J'essaie d'imaginer comment ça peut arriver.
Mais l'autre élément, vous avez évoqué le numérique, les ventes en ligne. Comment est-ce que les librairies indépendantes peuvent profiter de ces marchés qui demeurent émergents? C'est moins prononcé au Québec dans d'autres marchés nord-américains, mais moi je regarde les jeunes et le comportement des jeunes. Je pense qu'il y aura une partie importante du marché qui va être numérique. Votre exemple, quelqu'un en Floride qui prête un livre numérique dans votre région, je pense c'est l'avenir. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer? Dans le présent, mais ça va être grandissant. C'est ça que je veux dire. Il y a un grand avenir pour ces genres de relations. Et comment s'assurer qu'il y aura une part de ce marché émergent pour les librairies indépendantes? C'est déjà en branle. Les libraires indépendants du Québec, qui est une coop dont je fais partie, on a bâti le site ruedeslibraires.com. On a établi une relation, une implication auprès des bibliothèques municipales, la Bibliothèque nationale du Québec, la BPQ, pour faire prêtnumérique.ca. C'est une démarche, c'est une première francophone. Toute la francophonie nous envie dans ce moment-là. On est en avant. Alors, on n'est pas en arrière, on n'est pas à la traîne. C'est juste que c'est autre chose. Ça avance très vite. Pourquoi dans le milieu anglo-saxon? Ben, c'est des multinationales. On est quand même un étau francophone en Amérique du Nord. Alors, on est déjà là, on est impliqué. Moi, je n'ai pas peur du numérique, je l'intègre dans ma librairie. C'est une mutation, puis je l'accepte. Je suis déjà impliqué dedans et j'en vends, et largement. Donc, c'est pas un problème. Mes libraires qui sont spécialisés dans certaines littératures, mon gérant est tellement fan de littérature fantasy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, on parle du Seigneur des Anneaux. Mais notre chiffre d'affaires de notre librairie dans des éditeurs très spécialisés dans ce genre-là, allez voir le prix de ces livres-là. C'est 45 $ du roman, qui, s'il serait à plus grande diffusion, serait 35-30 $. Alors, on développe des relations, on développe des affinités avec nos clients. Ça, c'est simple, il n'y a pas de problème. Regardez les ventes du dictionnaire Larousse. Tu dis, voyons donc, ça chute. Je le vends au prix des grandes surfaces. Le dictionnaire Larousse ne s'est jamais vendu à 54,95 $ au grand public. C'est le premier losing leader du milieu du livre. Ça fait 24 ans que je le vends 39,95 $, 37,95 $. Puis il y a des fois, les grandes surfaces et les grandes chaînes, eux, ils le vendent 41 $. Alors, c'est ça. Tu dis, non, on est présent. Le livre numérique, on le sait que c'est un avenir. Est-ce qu'on va atteindre les parts de marché anglo-saxons qu'on voit à 25 %? C'est en devenir, c'est à voir. Il faut comprendre aussi qu'il y a certains éditeurs québécois qui sont frileux à vouloir rentrer dans l'ère numérique. Parce que déjà là, leur diffusion, leur distribution, leur impression est déjà tellement basse. Et avec le spectre du piratage, bon, on peut les comprendre d'être un peu frileux. Mais malgré cela, vu les technologies que l'on peut acheter à 200-300 $ dans n'importe quelle papeterie, un digitaliseur, un scanner, peut faire le travail sur un livre pour enfants. Il ne faut pas oublier un livre jeunesse québécois là, à 8-10 $. Allez-vous acheter ça sur Internet avec un shipping à 6 $? Ah non! Faites de l'achat impulsif pour monter la facture à 29 $ pour avoir le shipping gratuit. C'est quelque chose. Puis, est-ce qu'on va se fier sur des algorithmes de sites Internet pour faire de la suggestion, promotion du livre? Ça va restreindre trop le marché. Tout le monde va se mettre à lire la même chose. Tout le monde va se mettre à penser la même chose. Ma librairie, qui est à côté d'une autre librairie agréée à Rosemère, à 2-3 kilomètres, leurs employés, leurs commis, leurs libraires ne lisent pas ce que les miens lisent. Et c'est ce qui fait qu'il y a une offre variée. On n'a pas la même clientèle. On est des clients de proximité. Il y a combien de librairies au Québec qui n'ont même pas de rayon jeunesse? Moi, ma famille et moi, on a joué le pari d'offrir le plus large éventail. Je suis prêt à vendre des livres à 1,99 $ et je suis prêt à vendre des encyclopédies généalogiques à 12 500 $.
C'est tout l'éventail. C'est toute la fenêtre sur le monde de la francophonie. Les grandes surfaces, les chaînes, les sites Internet pourraient avoir une trop grande emprise, restreindre. Que des éditeurs ferment ou que des librairies ferment quand c'est juste une mauvaise administration ou qu'ils ne répondaient pas à un besoin de leur communauté ou ces choses-là, soit, ça peut arriver, là. On le comprend. Il y a des flops, il y a des tops. Ça, c'est dans n'importe quel milieu. Mais en ce moment, moi, le défi de supporter mes recevables quand j'ai plus de liquidité qui rentre par ma caisse enregistreuse, que je dois me retourner devant mes partenaires financiers, les banques, pour augmenter mes marges de crédit à hauts frais pour pouvoir continuer à faire mon rôle. Les libraires qui n'ont pas pris ce virage-là, c'était pas donné à tout le monde. Quand tu es préoccupé t'es dans une librairie de centre d'achat et tout va bien, l'économie va bien, ça va. Merci. Merci beaucoup, M. Lavoie. Nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole pour un temps de 3 minutes 15 secondes. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lavoie, pour votre mémoire que j'ai lu, j'ai reçu à la dernière seconde. Je comprends qu'il y a cette diminution à la caisse enregistreuse de 30% de moins depuis quelques années, depuis 2008 à aujourd'hui. Vous l'attribuez principalement aux grandes surfaces. J'aimerais savoir, de ces diminutions de vente, y a-t-il aussi cette concurrence que vous mènent les librairies, vos confrères des librairies, mais les librairies en grande chaîne là, que nous connaissons bien? Il y en a à Laval autour de vous là, qui sont les plus près. Quel est l'impact de cette concurrence également? L'impact, là, avec eux, on travaille à armes égales. Parce que certaines chaînes ne pratiquent aucune coupure. Et même, malheureusement, vu que c'est quand même des grosses entreprises, leurs libraires ne sont pas des libraires. Alors, c'est pas un impact. Tôt ou tard, les gens reviennent. Trop souvent, quelqu'un va nous arriver et disent ça fait 2-3 librairies que j'appelle, le livre, ils l'ont pas, ils sont pas capables de me le commander, c'est épuisé. Laissez-nous faire notre travail. Vous êtes chez des professionnels, on a à cœur, et trop souvent, le livre est disponible. C'est incroyable de voir. Puis ça, je peux comprendre le malaise de certains intervenants de décrier ça sur la place publique, mais il y en a qu'à force de restructuration puis de compression, ils mettent à pied des gens qui sont importants pour faire la promotion du livre. Alors ça, j'ai pas de problème avec les grandes chaînes. Puis j'ai pas de problème que le best-seller soit non plus en grande surface. C'est juste, c'est l'avantage qu'ils ont, l'avantage commercial. Les grandes surfaces, là, pour la plupart, c'est mes propres fournisseurs à moi qui vont mettre leurs livres sur leur tablette, étiquetés. C'est même pas la grande surface qui manipule le livre. Moi, je paye mes employés. Alors, ils n'ont pas la même charge. Ça, c'est une grosse différence entre une librairie indépendante, et les grandes surfaces. Moi, je ne suis pas tout le temps en train de leur dire, ben, tu vas me payer 10 000 $ pour avoir ton livre en première page de mon circulaire de la Fête des Mères. C'est pas la même dynamique. Et eux, ils se restreignent quand même sur quelques milliers de titres au fil de l'an. Ils ont quelques centaines de titres. Puis après ça, il faut que ça roule. Eux, ce qu'ils vont mettre de l'avant en un mois, je le fais en une semaine. C'est là la différence, c'est là l'enjeu. Si on ramène que 5% des ventes en best-seller en librairie, ça va faire une différence. La librairie qui avait quelques centaines de dollars de profit ou même des pertes dépendamment des années, il va se ramasser avec des dizaines de milliers de dollars dans ses coffres. Merci beaucoup, M. Lavoie. Nous allons maintenant avec Mme la députée de Gouin. Vous avez la parole, Mme la députée. Pour une période de? 2 minutes 15 secondes. D'accord. Ça va être rapide. Bonjour.
Écoutez, en page 8 de votre mémoire, c'est une question un peu technique que je veux vous poser. Bon, vous dites quand même, les librairies indépendantes sont moins mercantiles que les chaînes de librairies et les grandes surfaces. Puis là, dans votre deuxième paragraphe, vous dites que vous choisissez les livres parce que vous souhaitez les diffuser et non pas parce que l'éditeur vous a payé. Je voudrais juste comprendre exactement de quoi vous parlez, puis qu'est-ce que ça vient faire dans le débat que nous avons là, sur le prix réglementé. Bien, il y a certaines boîtes qui peuvent être plus agressifs. Alors, on va se faire offrir certaines choses. Et là, tu arrives, nous, on a le choix, oui ou non, de le faire ou pas. Puis, il ne faut pas que ça soit au plus offrant. Et moi, j'aime avoir des livres que les lecteurs veulent et qu'ils lisent et qu'ils apprécient. Donc, d'arriver puis de dire, moi, j'ai pas un système, là, ma librairie, vous pourrez aller voir sur le Facebook, elle a une façade sur 2 rues, fait que j'ai quasiment 150 degrés de vitrine. Je suis pas tout le temps en train de dire, bon, ben, si tu veux avoir cette section-là, c'est 250 $ pour un mois, puis si tu veux l'avoir pour un trimestre, ça va être 500 $. Je suis pas en train de faire ça, moi, là. Premièrement, j'ai pas le personnel pour le faire, j'ai pas la structure, puis j'ai pas le temps à faire ça. Parce qu'on le sait, dans des PME, on est des femmes et des hommes orchestres. On a plusieurs chapeaux. Alors moi, je suis pas structuré comme ça. Et c'est pas souhaitable non plus. Parce que avec des comportements comme ça, ben les gros vont rester gros ou plus gros et ils vont étouffer les plus petits. C'est là le danger. C'est pour ça que aussi on a la loi du livre qui interdit tout avantage ou ristourne ou prix modifié, déguisé, gratuité dans les boîtes pour les écoles, les bibliothèques municipales et ainsi de suite. Si ma librairie, de par sa taille, est plus forte que certaines autres librairies locales, ben il y a quand même toujours les chaînes qui sont agréées, les grandes chaînes qui sont plus grosses que moi. Quand tu es backé par une nationale, tu pourrais donner les plus beaux cadeaux. On reviendrait avec les principes qu'on voit dans tous les autres milieux en ce moment, puis il y a des commissions et des enquêtes partout. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et je vais suspendre les travaux quelques instants pour permettre aux intervenants suivants de prendre place.